Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez la nouvelle série d'épisodes de Together Women Rise appelée They Are Leaders. Cette série est dédiée aux femmes dirigeantes, alliant force décisionnelle et intelligence relationnelle pour transformer les organisations et la société. Face aux défis de notre époque, crise multiple, volatilité, incertitude, accélération du développement technologique, nous avons besoin de ce leadership équilibré et de ces femmes qui l'incarnent. Dans cette série, vous allez découvrir différents portraits de femmes dirigeantes qui vont vous partager leur définition de ce leadership équilibré, comment elles l'ont mis en place et aussi ce que ça leur a appris d'elles-mêmes. Le but est que vous puissiez vous aussi incarner ce leadership dont on a tant besoin actuellement. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Sophie Olivier, Chief Data Officer, Recherche et Développement chez Servier. Depuis plus de 15 ans, Sophie œuvre pour faire de la data un véritable levier de performance pour la recherche pharmaceutique. Un domaine où l'humain, la science et la technologie doivent cohabiter au service d'une mission commune, accélérer la découverte de nouveaux médicaments. Sous son impulsion, une dynamique collective s'est installée pour placer la donnée au cœur des décisions. Cette démarche a permis de renforcer la collaboration autour d'objectifs partagés et d'un langage commun. Bonjour Sophie et ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Cécile, merci de votre accueil. Alors Sophie, j'aimerais démarrer sur votre style de leadership. Depuis que vous dirigez les données en recherche et développement, comment votre style de leadership favorise à la fois plus de résultats et plus de collaboration? Alors, si je peux décrire mon style de leadership, j'aimerais le mettre directement en parallèle en fait avec mon cœur métier. Je ne sais pas ce qui influence l'autre, mais vous allez le comprendre tout de suite. En fait, je suis convaincue depuis le début de ma carrière que la donnée est un levier de performance pour les activités de mes collègues. Et je considère qu'elle a d'autant plus de valeur qu'elle est partagée et qu'elle est de qualité. Et donc, au travers de ces 3 mots-clés que je viens de vous énoncer, eh bien, pour moi, j'exprime le fait d'avoir un engagement fort pour atteindre des objectifs, Mhm. de travailler en collaboration avec cette notion de données partagées et de confiance avec la notion de données de qualité. Et ce sont vraiment les 3 caractéristiques de mon leadership. Et qu'est-ce que ça apporte par rapport à ce que vous me posiez comme question? Eh bien, je dirais tenir des objectifs avec un engagement fort, ça permet d'aller plus vite. Donc, ça veut dire réduire des temps qui étaient de mois à quelques jours ou semaines. Plus de collaboration, je l'illustre avec, par exemple, le fait que des données qui sont générées par une équipe, elles doivent être partagées pour pouvoir être réutilisées par d'autres qui vont gagner du temps en les réutilisant. Donc, plus d'accès et plus de réutilisation, c'est ça pour moi un vrai signe de la collaboration. Ok, Et le dernier point, si je peux l'illustrer, oui. c'est la confiance. Je l'illustre avec tout le système de gouvernance de données qu'on a mis en place, qui permettent de définir un cadre de qualité et aussi de respect. Respect, par exemple, de la confidentialité des données et de la protection des données personnelles, qui est un élément clé dans nos environnements. Pour bien comprendre, les données sur lesquelles vous travaillez, c'est des données effectivement personnelles de patients? En partie, oui, Oui, en partie. Oui, sur la ok. partie développement Donc clinique, en effet. d'où cette importance de confidentialité. Et si je résume, vous avez gagné du temps grâce au fait d'utiliser les données et de les partager. Et le fait que ce soit plusieurs personnes qui puissent utiliser ces données, ça permet que tout le monde s'enrichisse et que tout le monde travaille plus vite. Tout à fait. D'une part, d'aller plus vite et d'autre part, de générer aussi des nouvelles idées. Parce que quand Hmm, on met en commun des données de différentes sources, rien qu'en les juxtaposant, on crée de la valeur. ok. Donc ouais, c'est vraiment casser les silos. Casser des silos, exactement. Et pour ça, d'ailleurs, un point important, je fais beaucoup de pédagogie aussi parce qu'il faut avoir un langage commun. Par exemple, on a établi une charte, on a fait beaucoup d'acculturation pour développer un vocabulaire que l'ensemble des collaborateurs puissent comprendre. Et comment vous développez un langage commun? Je vous donne un exemple très Oui, récent. On allez-y. a mis en place, par exemple, ce qu'on appelle une fresque de la data et de l'intelligence Ah, artificielle. d'accord. Ouais. En s'appuyant complètement sur l'exemple qui avait été mis en place pour le climat, mais avec l'adaptation, bien entendu, aux notions concernant la data et l'intelligence artificielle. Et cela a un double bénéfice.
d'une part, faire comprendre et avoir des termes communs pour réutiliser Mmh. le bon langage, mais aussi de favoriser la collaboration, puisque cette fresque, elle se fait en équipe et les gens s'entraident, en équipe Mmh. ou entre collègues de Ouais. différents services. OK, donc l'outil de la fresque pour, fédérer autour d'un objectif commun et obtenir un langage commun. OK, bah, ça c'est un bel outil, de nous l'avoir partagé. Alors ma deuxième question, c'est quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré en matière de leadership pendant votre carrière et qui vous a permis finalement de développer vos compétences managériales? J'ai envie de vous en partager, plusieurs en fait. OK. Mais le premier peut-être dans ma carrière, ça a été de passer d'un mode, au départ où j'étais assez dirigiste, hein. Ouais. Qualité de la donnée, c'est quand même des Mmh. règles assez strictes qui doivent Ouais. respecter des bonnes pratiques. Donc tout était sous contrôle. OK. Et puis à un moment, l'année 2010, on a commencé à beaucoup utiliser les réseaux sociaux, Mmh. réseaux d'entreprise et cetera. Et d'un coup, eh bien, j'ai eu des collaborateurs qui se sentaient très libres en fait de s'exprimer. Et vous vous imaginez bien que pour un environnement qui, comme le mien, était très, très dirigé et contrôlé, ça a Ouais. été un bouleversement et finalement, un vrai bénéfice. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne pouvais plus tout contrôler. Ouais. Donc, mise devant ce fait-là, j'ai plutôt regardé ce qui se passait et j'ai observé des choses magnifiques en termes Mmh. d'innovation, nouvelles idées partagées et aussi d'entraide et avec un bénéfice qui était bien plus important que Mmh. le risque que je prenais à laisser les collaborateurs s'exprimer. Donc pour moi, c'était un vrai changement, me Ouais. laisser oser et puis finalement d'accompagner les collaborateurs qui se sentaient libres pour aller plus loin. C'est super parce que le contrôle, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de leaders où la difficulté à un moment donné à lâcher et surtout on entend qu'il y a une pression de la data, si c'est pas bien contrôlé après, on ne va pas avoir de la qualité de la data. Donc quelque part, il y a une bonne justification. Et dans ce changement de culturel, d'avoir maintenant des collaborateurs qui étaient sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y avait une autre manière d'aborder les choses. À quel point ça mettait à risque la data? Est-ce qu'elle a été vraiment mise à risque? Non, je suis d'accord, c'était pas tant sur la Mmh. partie data, mais sur la D'accord, partie process. Parce que d'accord. comme dans notre environnement, tout doit être vraiment bien contrôlé et bien, aller s'exprimer de façon un peu différente de ce qui était écrit dans la procédure, pouvait me générer un stress. Et puis D'accord. finalement, je me suis rendu compte que ça n'en était pas du tout l'objet. OK. Il fallait au contraire, le permettre et l'accompagner. Et vraiment, en fait, ça a transformé ma façon de manager dans le sens où, plutôt que de contrôler et Mmh. diriger, j'ai été dans l'accompagnement et Mmh. dans le développement des talents. Et quel a été le bénéfice pour vous? C'est le côté un peu lâcher prise effectivement sur le côté hyper contrôle, mais surtout, un bénéfice de satisfaction de voir, l'apport que je ne soupçonnais pas, Mmh. que pouvaient avoir mes collaborateurs en partageant plus et la OK. reconnaissance. Donc j'ai beaucoup aimé cette phase-là. De laisser donc un environnement où la personne peut grandir et expérimenter. Exactement. Et Sophie, est-ce que vous auriez un autre défi à nous partager qui vous a permis aussi de grandir, de gagner en compétences managériales? Oui, un autre exemple, ça a été à l'occasion d'une réorganisation que j'ai dû mener, que Mmh. j'ai complètement co-construite avec mon équipe. En fait, il s'agissait de passer d'un mode hiérarchique, classique à un mode vraiment matriciel et ça avait fait l'objet d'une petite réflexion avec l'équipe et puis, en fait, à un moment, j'ai dû moi-même m'arrêter pour un arrêt maladie. J'avais une opération à subir et du coup, j'étais en plein milieu de cette Mmh. réflexion, du lancement de cette réorganisation. Du coup, j'étais obligée de faire un pas de recul, mais vraiment, en revanche, de laisser l'équipe avancer. Ouais, Donc on a dessiné un cadre au départ, on a mmh, dessiné le cadre de ouais. là où on voulait aller et puis, pendant tout un moment, je leur ai fait confiance pour construire à l'intérieur de ce cadre et finalement ça s'est ultra bien passé et moi j'étais là en revenant, à mesurer l'avancement et ajuster éventuellement si c'était indispensable, mais c'était vraiment eux, mon équipe, qui s'est approprié ce changement et ça a généré beaucoup plus d'engagement que si je l'avais imposé. Mmh. Donc ça, c'était un vrai enseignement également en termes de confiance et aussi de développement pour, l'équipe qui a su conduire cette réorganisation par elle-même. Et puis de prise de responsabilité. Absolument. Quand je dis développement, Ouais, c'est aussi ouais, de managérial pour eux, ouais. hein. Mmh. Et pour bien comprendre le contexte, cette organisation, elle était imposée ou c'était un choix de se dire: «Est-ce qu'on peut encore s'améliorer?»
Alors, elle arrivait dans un cadre où l'ensemble de ma direction, à laquelle j'étais rattachée se réorganisait et moi, j'ai plutôt pris ça comme opportunité pour Mmh. optimiser l'organisation D'accord. et la rendre plus performante. Et Mmh. quel a été le gain? J'entends effectivement le gain pour les équipes, mais quel a été aussi, en anglais on dit les learnings pour vous? C'était vraiment le fait d'avoir la confiance de l'équipe et inversement que moi je leur donne confiance, Mmh. eh bien, on avançait sereinement. Dans un contexte où au contraire, l'ensemble de cette Mmh. réorganisation aurait pu être très stressante. D'un regard Mmh. extérieur, ce que je vois et ce qu'on voit pour d'autres leaders qui sont dans cette confiance, c'est qu'en fait, ils ont assez confiance en eux et confiance en leur équipe pour être OK de pas tout savoir et de pas tout faire et de totalement déléguer en se disant: «Mais de toute façon, je n'ai pas besoin d'être l'expert en tout, car j'ai des experts sous moi». C'est exactement ça, mais là, c'était sur un domaine où Ils n'avaient pas personne n'est l'expertise. ouais, Personne n'avait jamais fait une réorganisation. voilà et surtout pour aller vers ce mode matriciel qui était vraiment Ouais. innovant aussi à Et l'époque. vous êtes pas fait accompagner d'un cabinet extérieur? Non, on avait regardé ce qui se faisait à l'extérieur. Oui. J'aime bien aussi ça, parce que parfois, justement, on va trop vite vers l'extérieur et du coup, on n'a pas l'adhésion des personnes en interne. Il y a manqué de faire la recette ensemble, souvent. Exactement. Et est-ce que vous auriez un dernier défi à nous partager? Oui, au moment de l'implémentation d'un nouvel outil très transformant pour l'ensemble des essais cliniques, là aussi, j'avais voulu avancer, 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 100% de nos études avec tel outil, et sans me rendre compte de l'impact qu'avait ce nouvel outil sur le métier des autres. Pas dans mon équipe pour le coup, Mmh. au-delà. Et ça m'a énormément appris sur l'accompagnement humain qu'il faut mettre quand on traverse ce genre de situation. Et là, c'était vraiment la première transformation digitale du périmètre, je dirais. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, en mettant en place cet outil qui allait vraiment faire gagner en performance le processus des études cliniques, eh bien, en fait, on annihilait quasiment un métier, on le transformait très fortement. Et de ce fait, ce dont je ne m'étais pas rendu compte, c'était finalement la résistance au changement qu'on avait induite, Mmh. sans tenir compte des impacts collatéraux, si je puis dire. Donc ça m'a énormément appris parce qu'ensuite, pour tous les projets informatiques qu'on a Oui. déployés, c'est une dimension importante qu'on intègre maintenant dans tous les projets. Là, c'est à peu près toutes les entreprises, hein, qui sont en train d'intégrer de l'IA à différentes échelles, soit de l'IA, on va dire fonctionnelle, soit agentique. Quels conseils vous donnez un petit peu par étape pour être sûr de bien intégrer justement l'humain dans cette transformation? Alors, je ne vais pas dire qu'on est forcément Les les meilleurs? majors de la transformation, mais le conseil, c'est en tout cas de systématiquement, inclure les parties prenantes dès le début du projet pour que le développement et le déploiement correspondent bien aux attentes. Et d'ailleurs, de plus en plus ces dernières années, plutôt que de passer d'un cycle de développement classique, on passe à un mode agile Oui, bien qui permet sûr. de revoir au Mmh. fur et à mesure les priorités Mmh. pour les utilisateurs. Ouais, c'est extrêmement important parce que pour en avoir travaillé avec des déploiements, par exemple, d'un système de prise de commande, et ça a été fait avec seulement une personne qui était référente pour tout le business, ça a été une catastrophe. Change management, ça veut dire Ouais. impliquer les Mm, utilisateurs, mais pas qu'un utilisateur, mm, mais faire une bonne communication aussi dès le début. ouais. Alors, la troisième question, sous pression, même les meilleurs d'entre nous sortent parfois de ce que j'appelle le leadership équilibré, c'est à la fois allier performance et bienveillance. Donc ça peut être par exemple se mettre à décider tout seul, couper la parole, des petites choses comme ça qui c'est pas gros. Mais des petites choses qui, quand même, peuvent désengager un peu nos équipes. Donc, quand cela vous arrive, comment vous vous en rendez compte, d'une part? Et ensuite, quelle stratégie concrète vous avez pour vous recadrer? Alors, c'est vrai que ça peut m'arriver parce que je suis un peu connue pour avoir 20 idées à la minute et parfois, j'ai envie que les choses avancent et je retombe dans un défaut qui est Ouais. de faire toute seule pour aller plus vite Ah ouais. ou de demander à ce que les choses soient faites à un rythme que j'impose et qui est finalement pas le bon. Qui n'est pas Et faisable. c'est pas faisable. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je m'en rends compte. Comment? Parce qu'en fait, mes collaborateurs me lancent des signes et je détecte des signaux parce qu'il y a une grande confiance avec mon équipe. Et je pense qu'il faut être très attentif à ce que j'appelle la boucle de rétrocontrôle et le Mhm. feedback que peuvent faire ses collègues ou les Mhm. collaborateurs en équipe. Et ça, c'est d'autant plus facile à faire quand on est dans un milieu déjà bienveillant. Ouais. Oui, oui. Donc, c'est capter les signaux. Et alors,
Si vous êtes OK de les partager, quels signaux justement vous captez? Le stress que j'induis, quand je vois les comportements, quand Mmh. les collaborateurs arrivent à un mode un peu sous stress Mmh. et inversement, en fait, quand on se Ouais. connaît bien et qu'on se fait confiance, eux aussi voient quand je suis sous stress et j'écoute, en fait. Vraiment, je suis Mmh. très à l'écoute de l'équipe, je crois. Est-ce que ça arrive qu'ils vous disent, «Là, Sophie, ce que tu nous demandes, c'est un peu trop»? Oui, gentiment, en Ouais, général, ils me le disent et voilà, ils peuvent se contenter de me le dire gentiment et je comprends vite. et vous entendez, ouais. OK, parfait. Donc remise en question directe et recalibrage, je dirais. Voilà et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, pas compliqué, comme je disais, j'ai 20 idées à la minute, mais elles sont pas toutes bonnes. Donc, Mmh. il suffit de refocaliser sur, les vraies priorités. Donc heureusement qu'ils sont là pour vous aider de temps en temps à reprioriser. Absolument, Ouais, absolument. OK. Et alors la dernière question, quel serait votre conseil le plus puissant pour une femme qui aspire à un poste de direction? Alors, ce que je dirais, c'est oser, mais alors dans plusieurs dimensions. Oui. Oser d'abord, affirmer son ambition, sans douter de sa légitimité. On a envie de quelque chose, il faut le dire. Il faut oser aussi recevoir du feedback. Donc, on Ouais. en a parlé là avec l'équipe. Ça prend en fait, au départ, on peut avoir une certaine fierté, pas vouloir en recevoir et c'est dommage parce qu'en fait, ça fait vraiment que progresser. Mmh. Il faut aussi oser s'entourer de mentors ou de Mmh. réseaux féminins. Heu, Absolument. c'est c'est très, très profitable et je dirais aussi oser la confiance, comme Ouais. on en a parlé là précédemment sur, les défis, que j'ai rencontrés. La confiance avec l'équipe, c'est quelque chose d'énormément puissant. Et puis surtout aussi oser le changement pour jamais s'ennuyer. Mmh. Et là, on reboucle avec, oser affirmer où on veut aller. J'entends, il y a vraiment cette dimension d'ambition, de savoir où on va. Après, ça peut être une ambition. Quand vous dites savoir où on va, moi, j'avoue qu'au début de ma carrière, je n'avais pas de plan préfixé, mais j'avais des envies et des Voilà. convictions. Mmh. Et en fait, ça peut aussi se traduire de cette manière. Ouais. Merci Sophie. Ce que je retiens, c'est quelqu'un qui a amené de l'humain, qui met la confiance et la collaboration au cœur de son leadership. Et vous l'avez appris justement en lâchant le contrôle. Et c'est grâce à se retrouver face au mur où il n'y avait pas le choix et que vous avez tourné la problématique en pépite. Et aujourd'hui, vous offrez cet environnement qui permet à tous les autres de grandir, si on peut faire la boucle comme ça. Oui, je l'espère. Ça, Bien, je vous remercie pour tous vos conseils et je vous souhaite une bonne journée. Merci Cécile. Au revoir. Merci d'avoir écouté Together Women Rise. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager avec vos amis. Votre avis compte pour moi. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos idées de sujets ou de futurs invités. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, plutôt que de rivaliser, soutenez les femmes autour de vous.